Donc, j'ai l'immense plaisir, et vraiment l'immense plaisir, de présenter aujourd'hui Faraj Alexandre Rifai. Je vous montre son livre parce que ce livre est impressionnant. Il est impressionnant à bien des égards. Il est un parcours totalement atypique et passionnant. Le premier parcours que je vois de ce type de parcours, dans la mesure où, partant de Damas, partant d'une société où l'idée même de l'existence d'un juif est quelque chose qui n'est pas dans la culture, aller jusqu'à se rendre en Israël et devenir, coup de chapeau, devenir un des fervents défenseurs du peuple juif et d'Israël, après avoir fait un parcours qui mérite d'être sérieusement salué et applaudi. Donc, ce n'est pas moi qui vais monopoliser la parole, je vais la donner tout de suite à Alexandre, pour qu'il nous raconte en substance, en quelques mots, et qu'on puisse favoriser tout de suite l'échange avec lui, comment... Alors, il y a quelques faits que j'ai trouvés extrêmement marquants. C'est votre intérêt pour, j'allais dire, la chose juive et la chose israélienne, alors que jeunes Syriens communistes, alors la salle, c'est une salle qui est un auditorium, mais qui est aussi une synagogue. Donc on a ici un intervenant qui brille par son athéisme, qui va intervenir dans un lieu qui est traditionnellement aussi une synagogue. Donc comment un jeune communiste athée syrien en arrive presque clandestinement au départ, n'est-ce pas, presque clandestinement à être à l'écoute d'un, entre guillemets, ennemi, haï, ignoré, rejeté, jusqu'à ce que ça devienne un facteur de captation de son intérêt, jusqu'à faire cette prouesse d'un voyage en Israël. Vous voulez bien nous raconter en quelques mots ce que vous dites très bien dans ce livre en 400 pages, il y a 400 et quelques pages, mais en quelques mots, vous allez voir, c'est assez fascinant. Alexandre, c'est à vous. Merci. Vous m'entendez bien? Parfait, 5 sur 5. Alors la question est très difficile et elle peut prendre des heures à répondre. Je n'ai pas l'habitude de préparer mes interventions, mais je voulais dire, répondre d'abord en disant, en réalité, ce qui m'a amené à faire ce chemin, à venir et devenir quelque part un soutien d'Israël. Et moi, j'aimais dire pro-israélien, mais on m'a dit que c'est pas bien de dire pro-israélien. Donc je dis je suis un soutien d'Israël et du peuple juif. Il y a d'abord, bien sûr, je répondais tout à l'heure à un ami à l'extérieur qui m'a presque posé la même question. Il y a le doute. Ce que jeune enfant, je doutais de la haine qu'on m'a inculquée. Bien sûr, je n'étais pas pro-israélien, je n'étais pas pro-juif. Mais je ne comprenais pas que dans ma famille qui est communiste, donc je suis né athée, dans ma famille communiste, dans mon environnement institutionnel à l'école, dans l'État, etc., qui a un régime qui était un régime socialiste et nationaliste, mais aussi au milieu d'un islamisme qui gangrénait de plus en plus la société syrienne, tous les trois forces antagonistes entre elles, communisme, Baas et islamisme, ils se combattent officiellement sur le papier, ils se combattaient. Et moi, je ne connaissais pas encore le terme islamo-gauchisme, mais ça existait en Syrie il y a 60 ans, en quelque sorte, parce que les trois forces antagonistes avaient quand même un seul ennemi commun, qu'ils adoraient tous, c'est Israël et le peuple juif, et les juifs. Et en réalité, donc, il y a ce doute, je ne comprenais pas comment on peut être communiste et être d'accord avec les islamistes, par exemple. Je ne comprenais pas. Et
nous vivons dans une sorte d'endoctrinement. La cause palestinienne, on la boit matin, midi et soir. Et cet endoctrinement, ce n'est pas uniquement idéologique. Il vous pousse à glorifier le martyr, à dire finalement le martyr, qui est un terme religieux. Ce n'est pas la résistance. On combat un envahisseur, on est résistant. Mais le martyr, dans la terminologie arabe, c'est un terme religieux. Donc on était en train de combattre un ennemi, pour certains politiques, mais en réalité en utilisant la rhétorique religieuse, qui est la martyre religieuse. Mais ça, c'est déjà, ça me posait un problème, en disant, en fait, nous sommes endoctrinés sur cette culture de haine, de martyr, et je ne comprenais pas. Mais, à part le doute, les questionnements, mon éducation, bien sûr, comme je raconte dans mon livre, il y a les graines que ma mère a semées. Ma mère n'était pas du tout pro-israélienne, elle était anti-israélienne, elle était anti-sioniste, elle était fervente adversaire de la cause israélienne et fervente supportrice de la cause palestinienne, mais elle nous a inculqué cette manière de réfléchir, de penser, de douter, de questionner. Et puis elle nous a dit quelques mots qui restent toujours dans la conscience d'enfant qu'on était. Le jour où mon oncle islamiste, le frère de mon père, qui est venu à la maison, bien sûr, elle le combattait en tant que communiste et féministe. Mais ce jour-là, il a dit ce qu'il ne fallait pas dire. La phrase qu'on entend aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il a dit, c'est dommage que Hitler n'a pas terminé son travail. On ne serait pas là aujourd'hui. C'était pendant la guerre du Kippour. J'étais enfant, j'étais gamin. Je ne savais rien de Hitler. Je vous le dis, franchement, je ne savais rien. Ni des Juifs, peut-être. Mais ma mère lui a dit la chose suivante. Je sais maintenant que si Hitler avait terminé son travail, tu aurais été toi le prochain sur la liste. Et puis, elle l'a chassé de la maison. En féministe, c'était la première fois qu'elle le chasse. Vraiment, mot, elle lui a dit, maintenant, la visite est terminée, tu peux partir. Il faut comprendre que dans la culture arabe, après la mort du papa d'Alexandre, le frère jouait le rôle de protecteur familial. Donc, quand la maman d'Alexandre chasse son beau-frère, elle fait un acte qui est un acte de rébellion contre la manière dont la société arabe fonctionne. Elle ne chasse pas simplement un hôte, elle détruit le droit qu'il s'arrogeait d'avoir une sorte de contrôle sur la cellule familiale, n'est-ce pas? Absolument. Absolument. En féministe, en résistance féministe, ma mère a fait de la prison en tant que communiste. Et elle n'avait pas peur de dire les choses. Donc elle a chassé. Mais les mots qui m'ont resté, moi, en tant qu'enfant, qui ne connaissais rien de la question juive, ni de la question d'Hitler, ni de la question même de la Deuxième Guerre mondiale, c'est après son départ. Elle nous a dit, mot à mot, à nous les trois enfants, ma sœur et mon frère, ne l'écoutez pas, c'est un fanatique. N'écoutez pas, c'est un fanatique. Et cette phrase est restée dans ma tête comme une référence. Comme une référence. Des années plus tard, ma mère communiste restait communiste jusqu'à la fin de sa vie. Comme tous les communistes, à la fin, elle était pro-Hezbollah, bien sûr. Elle n'était pas pour autant, voilà, elle était pour
Nasrallah qu'elle combattait elle-même. Je lui ai dit, maman, avec tout le respect que je te dois, un jour tu m'as dit, n'écoutez pas les fanatiques. Et tu es en train d'écouter les fanatiques. C'est peut-être l'âge. Elle ne m'a pas répondu. Elle a voulu répondre autrement. Que non, c'était pas pareil. Mais moi, cette phrase m'a sauvé aussi. C'est comme une règle. Je n'écoute pas les fanatiques. Et puis quelque chose aussi, pour répondre à ta question, qui est comment j'en suis venu aussi. Je n'ai jamais été pro-israélien, bien sûr, mais j'étais très intrigué. J'étais aussi, à un moment donné, je raconte dans ma vie, je crois que je ne me rendais pas compte, avant de l'écriture de ce livre, de ce point important dans mon basculement, que ça reste inconscient. J'avais 14 ans, j'étais dans ma chambre, et vers minuit, il y avait une petite radio que ma mère m'avait offerte, et je transitais entre les stations. À l'époque, on n'avait pas des milliers de stations. Les stations étrangères étaient brouillées, comme dans l'RDA. Hein. Donc, toutes les chaînes de télévision, on ne voyait qu'une seule chaîne, une seule radio. Mais vers minuit, j'ai capté une station extraterrestre. Vraiment, parce qu'avec les grésillements, avec les bruits, avec une langue que je ne comprenais pas. Et pourtant, je suis resté à écouter presque secrètement pour ne pas réveiller les autres. Et j'entendais quelques mots. Je me suis dit, c'est quoi? On dirait de l'arabe. Il y avait des mots qui ressemblent à l'arabe. Et puis finalement, j'ai compris que c'était une radio israélienne. J'étais presque tremblant à l'avoir rencontré, cette radio extraterrestre. Pour moi, c'était le monde, c'était des extraterrestres. Et Alexandre, c'était des extraterrestres, mais aussi tu peux dire que c'était l'ennemi. Bien sûr, c'était l'ennemi. C'était l'ennemi, c'était un extraterrestre ennemi. Donc, nous avons le visage de cet ennemi, c'est un extraterrestre qui est méchant, qui est l'incarnation de mal, c'est l'envahisseur. Celui qui vole votre terre, qui viole vos femmes, ou tue vos enfants. C'est ce qu'on nous disait depuis petit. Et moi, j'étais intrigué, mais en même temps, le lendemain, j'allais dans les manifestations à Damas, à 14 ans, et crier « Mort à Israël » et « Mort aux Juifs ». On ne disait pas « Mort aux Juifs ». Dans les manifestations en Syrie, on ne disait pas « Mort aux Juifs », on disait « Mort à Israël ». Et on disait « Allahu Akbar » aussi. Oui, moins que maintenant. Beaucoup moins que maintenant. Beaucoup moins que maintenant, on disait Hafez el-Assad Akbar plutôt. C'est-à-dire le président Assad père. Et grand. Qui est grand, qui est devenu à l'époque comme un dieu presque. Donc à l'époque, on n'osait pas beaucoup dire Allahu Akbar en fait, en réalité. Et puis, j'étais donc tiraillé entre... Oui, pour expliquer au public qui ne connaît pas bien l'histoire de la Syrie, le parti Baas en Syrie, tu m'excuses cette explication Bien pour sûr, non, au contraire. cet intertitre-là, un peu, ce sous-titre qui mérite juste un petit commentaire. Le parti Baas, qui était au pouvoir en Syrie, se voulait laïque, parce que c'était un parti essentiellement composé de chrétiens et d'alaouites, sachant que la majorité du peuple syrien, 70% des Syriens, sont sunnites. Tout à fait. Et que, en l'occurrence, la manière dont l'opposition sunnite se battait contre le régime, c'était par le canal de la religion. C'est-à-dire que l'islamisme est né très rapidement dans l'opposition syrienne sunnite pour rassembler les gens avec un thème commun contre le pouvoir soi-disant laïque du Baas, avec une composante alaouite, donc une branche du chiisme, et les chrétiens.
Donc voilà, vas-y, je te laisse reprendre, mais je voulais expliquer ça pour un public Mais qui tu ne as connaît une pas. maîtrise vraiment parfaite de cette histoire en Syrie que j'ai rarement entendue en France. Effectivement. Alors, je vais trahir un secret. Mm. J'ai présidé pendant 4-5 ans le comité d'action pour les juifs des pays arabes et je dirigeais l'action en faveur des juifs de Syrie à Paris et dans tout le reste de la France. Donc j'ai pris le temps d'étudier très longuement l'ennemi, à savoir ceux qui opprimaient les juifs de Syrie, à savoir le pouvoir en place en Syrie qui était vraiment très oppressif. Et quand toi tu as découvert Art el-Yaoud, le quartier juif de Damas, oui. Moi, j'en venais à connaître tellement bien le plan d'Art el-Yaoud que quand j'ai vu la série sur Eli Cohen, je reconnaissais les lieux du récit que des Syriens, que des Juifs syriens qui arrivaient à Paris me faisaient. Pour compléter, il faut savoir qu'à l'époque, quand un Juif syrien avait besoin de se faire soigner et qui n'avait pas les compétences en Syrie même, il avait le droit de sortir pour se faire soigner en Europe, à condition que sa femme et ses enfants restent otages et qu'il paye une caution. Celui qui recevait les Juifs de Syrie venus à Paris, c'était moi. Donc la connaissance du régime, je l'ai sur le bout des ongles. La connaissance de la Syrie des Assad, je l'ai plus que quiconque, puisque j'étais directement en charge de ce dossier. Et sachez aussi qu'ils me parlaient, eux, en hébreu biblique quand ils ne maîtrisaient pas le français, et que je leur répondais en hébreu moderne pour que vous compreniez le lien qui avait pu se tisser avec ces Juifs de Syrie et le savoir que j'ai acquis sur la Syrie, je l'ai essentiellement de deux populations, les Juifs et les Kurdes. C'est magnifique. Je suis ravi d'apprendre ça. Et, comme quoi le monde est petit. Moi, les Juifs en Syrie, comment je voyais les Juifs en Syrie, parce que pour reprendre un peu ce que tu viens de dire, quand j'étais gamin, je pense que le mot juif était absent dans le sens, le juif n'était, comme je disais, c'était un extraterrestre, donc c'est un étranger qui ne pouvait pas exister en Syrie. Avoir des juifs en Syrie, c'était impossible, c'était tellement inattendu que son nom, c'est pas possible. Et en même temps, c'est absent, mais en même temps, c'est omniprésent. C'est ça la contradiction. C'est omniprésent par la haine, par l'adversité. Pas dans le discours officiel, comme je disais tout à l'heure, on ne parlait jamais de juifs. À la radio syrienne, à la télévision, dans les journaux officiels, le mot juif n'existait pas. Comme si aussi c'est une volonté, c'est pas parce que c'était un régime laïque, peut-être aussi c'est une volonté d'effacer, de gommer cette identité juive. Mais bien sûr, à la place, il y a un autre mot, c'est l'entité sioniste. L'entité de l'ennemi sioniste, pas uniquement l'entité sioniste, c'est l'entité de l'ennemi sioniste. En arabe, c'est Kayan al-Adou as-Sahyouni. On pourrait dire l'entité, bon, c'est pas très méchant, l'entité, mais dans la prononciation en arabe, Kayan al-Adou as-Sahyouni, c'est un corps étranger. C'est un corps étranger. Et donc, un corps étranger, vous savez comment on le traite? On l'enlève. Donc, c'est ça ce qu'on entendait matin et midi soir. C'est cette rhétorique de haine. C'est comme ça. Et puis, les Juifs, moi, j'entendais parler petit à petit, en grandissant, dans la cour d'école, en tant qu'insulte. Quand on voulait insulter quelqu'un, on insulte les juifs. Alors que même si on n'a jamais rencontré de juifs, on insulte les gens par le nom juif. Ou alors, dans les mosquées. Le vendredi, alors je dis, je suis athée, il n'y a jamais une éducation religieuse, heureusement pour moi, mais dans la prêche de vendredi, j'avais le malheur, ma chambre donnait sur une cour de mosquée. J'étais obligé d'écouter la prêche de vendredi tous les vendredis. Et c'est là où on entendait aussi les mots juifs, tueurs de prophètes, buveurs de sang, violeurs de femmes. Et vous connaissez la chanson. Donc un enfant qui entend ça matin, midi et soir, j'imagine dans une famille religieuse, vous imaginez la haine qu'il va garder jusqu'à la fin de sa vie.
Et malheureusement, vous avez beau faire des choses pour le changer, c'est très compliqué. Alors, Alexandre, ça c'était avant. Oui. Maintenant, peut-être, avant qu'on donne la parole au public pour des questions, comment, chez toi, je pense que c'est ça que le public attend, comment s'est faite cette transition, donc cette culture de l'absence totale des Juifs, sauf en images négatives, en extraterrestres ennemis, comment s'est faite chez toi la transition qui t'amènera au final à l'avant-dernière étape à aller en Israël et à la dernière étape à prendre fait et cause pour la défense du peuple juif et d'Israël. Si tu peux en quelques mots nous dire comment cette transition s'est faite. Eh ben, je reviens toujours au doute. Et en arrivant en France, le doute était permis. Alors que je doutais en Syrie, mais je ne pouvais pas en parler. Je suis quelqu'un de très introverti. Et donc, tout le doute était resté en moi. En arrivant en France, il y avait le doute, mais il y avait un écho. Il y avait des voix. Il y avait des rencontres. Il y avait des livres. Il y avait des films, des images qui sont restées, qui m'ont fait petit à petit découvrir des choses que j'ignorais. Et c'est surtout ce doute qui m'a aussi permis de découvrir d'autres versions de l'histoire, comme je disais, que j'ignorais petit à petit. Moi, la première chose qui m'a complètement perturbé, et qui m'a complètement même, je crois que détruit, même, peut-être parce que je suis trop sensible, c'est le jour où j'ai regardé un premier film de toute ma vie sur la Shoah. Et ces images ne me quitteront jamais jusqu'à la fin de ma vie. Dans les camps de concentration, comment on triait les affaires, et comment on triait les affaires pour arriver à... Je suis désolé, c'est très dur même pour moi, en le disant, je trouve que c'est très dur comme image, en arrivant jusqu'au four cramatoire. Et là, je ne comprenais pas, en fait. Je me disais que d'abord, on ne nous disait jamais ça. Jamais en Syrie, on nous racontait ça. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas des livres, il n'y avait pas des professeurs qui nous racontaient. Je lisais beaucoup de littérature soviétique. Et bien sûr, on parlait des 6 millions de morts dans cette littérature soviétique. Mais je crois, je peux me tromper. Ils n'étaient pas juifs. Je n'ai pas le souvenir dans un livre, je lisais beaucoup de romans soviétiques sur la guerre et tout ça. J'avalais des pages. Je ne dormais pas la nuit en les lisant tellement. Le mot juif n'existait pas. Les 6 millions étaient allemands, étaient soviétiques, russes, étaient polonais, ils étaient tout ce que vous voulez, jamais juifs. Jamais juifs. Laisse-moi ajouter un point que ça va vous faire sursauter. Vous n'attendez pas à ça. Mais quand des dictionnaires français arrivaient au Liban ou en Syrie, ils passaient une censure. La censure, elle se faisait au cutter. Oui. C'est-à-dire que dans un dictionnaire Larousse, les pages où il y avait le mot Israël étaient coupées au cutter, tant pis pour le reste de la page. Ceux qui, peut-être même que si le dictionnaire était petit, le mot islam sautait aussi, s'il était au-dessus d'Israël. Et le mot sioniste, qui était dans le Larousse, la page sautait aussi. Tout ce qui pouvait être référence à des personnalités israéliennes de premier plan, s'ils avaient été dans le Larousse, c'est toute la page qui sautait au cutter. Après, il y avait le tampon qui disait que le livre avait été censuré et qui pouvait être mis en vente dans une librairie. Je ne sais pas si vous savez, si vous imaginez jusqu'à quelle perversion la censure du mot juif ou du mot Israël ou du mot sionisme arrivait. C'est exactement ça. Même là, Israël n'était jamais présent sur la carte. C'est la Palestine occupée. Jamais le mot Israël, on pouvait le lire dans un manuel scolaire. Alors que c'est l'ennemi, on aurait pu dire, non, tout est sioniste sur le livre. Non, non, mais c'est la Palestine occupée. Alors la transition vers autre chose, vers oui. un autre univers, si tu veux bien. Oui. Comment tu arrives à cette transition?
Tu dis que c'est la Shoah le premier facteur qui a le été facteur, révélateur, mais on a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui en France très soucieux de la mémoire de la Shoah, mais qui sont néanmoins quand même antisémites et quand même antisionistes. Donc comment, même par-delà la Shoah, tu es arrivé, toi, à une certaine empathie pour le peuple juif et pour Israël? Par quel canal? C'est tout un ensemble de choses. C'est pas même la Shoah n'a pas fait de moi non plus un pro-israélien d'un seul coup. Hein, j'étais très sensibilisé. J'ai mis beaucoup de temps. Avec le grand regret que j'ai aujourd'hui, je pense que j'ai mis beaucoup de temps à devenir l'homme que je suis aujourd'hui. J'ai lu des livres. J'ai rencontré aussi beaucoup de gens qui m'ont renvoyé dans mes a priori, pardon. C'est-à-dire, moi, je me rappelle, j'avais un ami du Parti socialiste dans les années 90 et qui captait dans mon discours, dans nos discussions, des propos antisionistes, antisémites aujourd'hui. Les discussions qu'on a aujourd'hui entre les jeunes, on peut être antisioniste mais pas antisémite, etc. Toutes ces discussions, je les ai déjà eues. Et ce monsieur, donc, qui était un ami, qui est toujours un ami, m'a beaucoup aidé, en fait, m'a beaucoup confronté, m'a appris, m'a donné des livres à lire. Il t'a servi de passeur. Oui, et surtout, c'est très important, c'est-à-dire, moi, il ne voulait pas me convaincre, mais moi, c'est vrai, comme je disais, il y avait beaucoup de doutes, sans doute sensibilité. Quand je rentrais chez moi, je me posais des questions, mon cheminement se faisait lentement. Et bien sûr, j'ai regardé les films d'Amos Gitaï à l'époque, les livres, et ça me faisait rêver. C'est toujours, il y a cette fascination. Vous savez, quand vous avez de la haine contre quelqu'un, il y a aussi une fascination. Donc, j'ai navigué entre ce rejet, parce qu'on nous apprend à rejeter systématiquement cette entité israélienne, et en même temps, vous êtes fasciné parce que vous apprenez que la société israélienne est beaucoup plus complexe que qu'on vous a dit, qu'on vous a inculqué. Donc, j'ai vu des films d'Amos Gitaï qui m'ont encore beaucoup touché. J'ai vu des Palestiniens vivre à Tel Aviv, c'était impensable. Des homosexuels à Tel Aviv, palestiniens qui fouillaient leur famille en terre palestinienne pour se réfugier à Tel Aviv, etc., etc. Et donc, voilà, c'est une société qui me fascinait, me faisait rêver. Et puis, moi, ma culture de gauche, quand même, je viens de la gauche, malgré tout, malgré moi, même si aujourd'hui je ne suis absolument pas communiste. Quand il y avait les accords d'Oslo, je rêvais en cette paix. Je rentrais à Damas, je rencontrais des gens en me disant, l'année prochaine, on ira passer un week-end à Tel Aviv. Et oui, ça me faisait rêver. Et je me disais, oui, il faut trouver une solution, il faut qu'on coexiste, etc. Et puis surtout, un dernier point, pour après peut-être donner la parole aux personnes qui souhaitent poser des questions, c'est que aussi j'ai vu qu'en France, malgré tout, cette gauche islamiste, islamo-gauchiste qui gangrénait en France, et ça me dérangeait beaucoup dans le sens, depuis des années, on entend la même rhétorique que moi, sur laquelle j'ai été élevé en Syrie, utilisée aujourd'hui par la France insoumise, par des gens comme Rima Hassan, qui viennent d'une culture syrienne. En fait, elle a importé toute la haine, toute la culture, toute la fausse histoire, toutes les mauvaises versions de l'histoire qui nous ont empoisonnés, nous, en Syrie, sans aucune nuance, sans aucune vérité historique, sans aucun contrebalance. C'est-à-dire, vous avez une seule version de l'histoire et l'autre n'existait pas. Et aujourd'hui, la gauche utilise ça. Et moi, je reviens à ma phrase du début. N'écoutez pas les fanatiques. Pour les personnes qui viennent d'arriver, Voilà. la phrase de ta mère prononcée face à ton oncle islamiste, n'est-ce Voilà. pas? Je rappelle, pour les personnes qui n'ont pas entendu,
c'est rejeter un islamiste qui était son beau-frère en lui disant, en le chassant de la maison et en disant à ses enfants, ne jamais écouter la voix des fanatiques, ne jamais adhérer aux thèses des fanatiques, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et cette gauche ne fait qu'écouter, et pire même, reprendre la voix des fanatiques, s'approprier la voix des fanatiques. Et même des fois, ils font pire que ces fanatiques. Ils font pire des fois. Et c'est ça qui me révolte. C'est ça qui me révolte. Et pour terminer aussi, comment je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui, c'est aussi une décision personnelle. À un moment donné de ma vie, j'ai décidé, même si je ne suis pas un historien, je ne suis pas un spécialiste, il y a 3 ans, quand je me rappelle, j'étais en train de proposer un scénario de long métrage, donc je raconte le déclenchement de ce livre, une productrice qui me dit « les Syriens sont très antisémites ». Ah ouais. Et moi, ça m'a donc forcé à faire ce travail sur moi-même. C'est le début de l'écriture de ce livre. Mais aussi, au terme de cette écriture, j'ai décidé, c'est une décision très personnelle, de passer à l'autre côté, de l'autre côté. Alors, Oui. regarde, avant qu'on donne la parole au public, il y a une phase qui me paraît très importante. Si tu peux décrire en quelques mots, mais vraiment rapidement avant de passer la parole, Oui. c'est arrivé en Israël et tes sentiments par rapport à ton arrivée en Israël. Je crois que c'est finalement un tel aboutissement, quand on a entendu tout le cheminement jusque-là, quelques mots sur ce voyage, sur cette visite, sur des sensations, des personnes rencontrées. Après, on passe tout de suite la parole au public. Après la première fois, je suis revenu plusieurs fois en Israël, mais jusqu'à maintenant, sur quoi je reviens en Israël, je ne crois pas à mes yeux, je ne crois pas moi-même que je suis en Israël. À chaque fois, c'est cette sensation, c'est incroyable de penser. Et la première chose que que je remarque dans cette société israélienne, c'est la joie, c'est l'amour à la vie. Et malgré toute la haine qui l'entoure, ce petit beau pays est entouré par des millions de personnes qui veulent sa destruction, qui ne le reconnaissent pas et qui ne reconnaissent pas son droit à l'existence, alors que ce peuple existait bien avant eux. Et donc, moi, cet amour à la vie, contrairement à l'amour à la mort, dans laquelle j'ai été élevé, qui m'a beaucoup interpellé. Avant le 7 octobre, j'ai rencontré des Israéliens, beaucoup d'Israéliens, qui brandissaient les drapeaux palestiniens en plein Tel Aviv. Et qui me disaient, mais nous, on veut bien aider les Palestiniens. On peut bien les aider, on peut que leurs enfants aient la bonne vie comme nos nôtres. On ne sait pas comment. Mais j'ai entendu cette phrase des dizaines de fois. Parce qu'à chaque fois, je posais la question aux gens. Et malheureusement, de mon côté, dans ma culture syrienne, arabe, musulmane, j'ai jamais de ma vie entendu ça. En me disant, on aimerait bien aider les Israéliens, pas les aider. On ne vous demande pas de les aider. Ils auraient voulu entendre. On aimerait bien qu'il n'y ait pas des attentats suicides, on aimerait bien qu'il n'y ait pas des enfants étranglés devant leur mère. Il n'y a aucune compassion vis-à-vis de vues humaines. Et c'est ça qui me fait déterminer. Et donc voilà, Israël, c'est une démocratie, il y a des problèmes à l'intérieur d'Israël. J'ai été dedans, à côté des manifestations en Israël, j'ai vu, mais c'est la résilience du peuple israélien et de transformer ce petit beau pays
Il n'y avait ni pétrole, ni gaz, ni rien du tout en paradis. Pendant que les pays autour, qu'est-ce qu'il y a en face? Il y a la haine, la destruction, la pauvreté, pas de développement, pas de respect des droits civiques, pas d'humanité, pas de liberté, surtout pas. Et on veut donc s'attaquer à la seule démocratie, au seul modèle de liberté humaine, de liberté des valeurs humaines dans le Moyen-Orient. Merci beaucoup Alexandre pour cette première partie. Je vais vous demander maintenant, alors regardez, on va fixer une règle rapide. À 50 net, on arrête. Et surtout des questions, une question par personne pour que la parole puisse circuler. Et des petites questions, s'il vous plaît, pour qu'il y ait le plus de gens possible qui parlent. Allez, je vous passe le micro et vous allez faire ça démocratiquement. Vous le passez. Vous êtes le premier à avoir levé la main, donc... Je suis désolé, je suis un peu bavard, donc je n'ai pas respecté ma part de temps. Voilà. C'est pas grave, on va y arriver. Et vous passez comme ça et après... Merci, bonjour. Vous incarnez le respect et l'espoir. Est-ce que vous êtes nombreux à être comme vous? Et maintenant, on connaît le présent. Quel est, non pas votre désir, mais votre pronostic entre la relation entre Israël et la Syrie? Alors, si on est nombreux, j'espérais qu'on est nombreux. Je pense qu'il y en a pas mal. Je reçois beaucoup de messages des Syriens qui me disent on n'ose pas dire comme toi, mais on est comme toi. Mais on n'ose pas le dire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont une majorité. Deuxième chose, en Syrie, maintenant, après 14 ans de guerre civile, 55 ans de dictature, les Syriens veulent vivre, veulent reconstruire un pays, ils veulent vivre, ce qu'ils me disent. Je ne sais pas si vous me connaissez avant, mais depuis le premier jour de l'arrivée des islamistes, j'ai toujours été contre. Je disais, je ne veux pas pleurer Assad, mais je ne veux pas applaudir Joulani. Je reste sur mes positions. En même temps, on n'arrête pas de me dire que cette paix est possible. Que Trump a obligé ce Syrien islamiste ex-Al-Qaïda de faire la paix. Je n'ai pas confiance, j'ai des doutes, mais a-t-on le droit de ne pas tenter un soutien de la paix et soutien d'Israël ne peut pas dire non. Bien sûr, si on peut aider, pas tous les islamistes, parce qu'il y a des djihadistes au sein du gouvernement syrien, n'oubliez pas, il y a des djihadistes qui criaient il y a 3 ou 4 semaines mort aux juifs dans les rues de Damas. D'accord? Si on arrive malgré tout à changer l'habit du djihadiste, à le faire habiller en costard du civil, l'image, entre guillemets. Au moins l'image est changée. Voilà, on peut. Alexandre. D'ailleurs, il a commencé à tailler sa barbe, on aimerait bien qu'il la taille davantage. Peut-être, voilà. À l'impossible, nul n'est tenu. Allez-y, les questions suivantes. Bonjour Alexandre, merci. Moi, je suis très impressionnée de vous voir. Ma question, en fait, c'est justement, vous prenez position sur beaucoup de choses. Donc, depuis le 7 octobre, on voit beaucoup par rapport à Israël, sur I24, etc. Pour vous suivre énormément, que ce soit sur Twitter ou autre, je sais que vous prenez position pour énormément de choses, différents pays. Et moi, ma question, c'est votre quotidien, en fait, parisien. Parce qu'on vous connaît, vous passez à la télé, et en fait, vous prenez la défense de beaucoup de pays. Vous vous opposez aussi à certaines décisions du gouvernement actuellement, de manière factuelle et intelligente en plus. Donc, quel est votre quotidien quand vous sortez Excellente question. Quel est votre quotidien? Quand on sait, par exemple, Mona Jafarian, protection policière permanente, etc., vous prenez position, mais sur beaucoup de pays, sur beaucoup de situations, même en France, même tout ça. Et vraiment, ça m'impressionne encore plus pour quelqu'un de vous voir. Mon emploi de temps, c'est comme beaucoup de gens. Je travaille. Je suis en ce moment dans une phase à la retraite presque, mais je travaille dans le digital. Depuis pas mal de temps, je consacre beaucoup de temps à l'écriture, c'est vrai. J'écris beaucoup la nuit. Ce que je publie des fois, j'ai écrit quelques heures dans la nuit avant de la publication. Et désormais, c'est vrai, je consacre beaucoup plus de temps à l'écriture. Et j'ai de la chance de pouvoir le faire.
tout en gardant une activité professionnelle, ne serait de moins en moins, certes. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Comment? Ah, si je suis menacé, pardon, je suis mal entendant, je n'ai pas bien entendu. Je suis menacé, oui. Oui, je suis menacé, mais je ne prends pas toutes les menaces au sérieux parce qu'il y a beaucoup de trolls qui m'envoient beaucoup de messages. Et moi, j'ai un remède, c'est le blocage systématique. J'ai 12 000 comptes bloqués. Donc, tout ça, c'est des insultes, des menaces. Mais après, ça ne me fait rien, ça ne me fait pas peur. Voilà. Je suis désolé, je n'avais pas bien entendu votre question. C'est moi. Oui, à moi. Oui, bonjour. Je veux savoir comment ont réagi vos amis syriens, vos anciens amis, peut-être votre famille qui était restée en Syrie par rapport à votre virage effectivement pro-israélien à 180 degrés. Est-ce qu'il y a eu de l'hostilité? Est-ce que vous avez dû couper avec vos anciens amis? Est-ce que vous avez dû... Quel est le problème que ça a posé, quoi, en quelque sorte? Les réactions sont très partagées. J'ai des amis franco-français qui ont refusé mon positionnement. Ils ne veulent plus me parler et ils ne veulent plus m'écouter. Et vous imaginez, c'est des amis de la gauche. Par rapport à ma famille, oui, j'ai été aussi banni par ma famille. Une partie de ma famille en tout cas. D'autres continuent à m'envoyer des messages. Et puis il y a encore de la famille en Syrie. Donc j'essaye de ne pas trop les impliquer. Mais on ne peut pas, malheureusement, voilà, c'est un choix de vie, c'est un choix de combat. Je n'ai pas le droit de me taire. C'est un témoignage que je souhaite aller jusqu'au bout. Il n'y en a aucun qui a compris. Est-ce qu'il y en a qui ont compris votre virage? Oui, mais dans ma famille... Les amis, oui, bien sûr, il y en a qui ont compris, qui me soutiennent. C'est vrai, j'ai parlé du négatif, j'ai oublié de dire le positif. Il y en a beaucoup qui m'ont soutenu. Voilà. Vous êtes très, très courageux. Enfin, il n'y a pas de mots. Pardon. Je vous trouve très courageux. Comment expliquez-vous que dans des pays dits démocratiques, puisque vous avez connu la Syrie qui n'était pas démocratique, mais comment expliquez-vous que dans des pays dits démocratiques, où toutes les opinions, où il y a la liberté de penser, de parler, il y a une telle haine maintenant d'Israël? Comment vous l'expliquez? Parce que raisonnablement, on a du mal. Vous voulez qu'on s'installe 3-4 heures pour la suite? Parce que je pense pendant longtemps, on a laissé l'entrisme entrer par le palestinisme, par la cause palestinienne, par cette gauche et par une partie de cette population d'origine arabo-musulmane, surtout les jeunes, qui ne connaissent rien vraiment, en réalité de l'histoire sur le terrain. Ils ne parlent même pas arabe, et donc dans cette vision biaisée de l'histoire du Moyen-Orient, et quelque part, ils ont adopté quelque part la version des islamistes. Ils répètent la même rhétorique que les islamistes. Je reviens juste au moment quand moi j'ai découvert la Shoah. Aujourd'hui, il y a des gens qui me disent « Oui, mais ça ne sert à rien de parler encore de la Shoah. » Si, parce que aujourd'hui, il y a encore des gens, par les discours islamistes, qui banalisent la Shoah, qui comparent Gaza à la Shoah. Ils n'ont rien compris. Donc il faut ressasser, il faut retravailler la jeunesse, il faut l'amener à Auschwitz, il faut lui parler de ce qui s'est passé. Gaza n'est pas la Shoah. Gaza, ce n'est pas un camp de concentration.
Et ça, les forces politiques, ils ont abandonné. Regardez la France insoumise, elles sont très très présentes dans les campus, auprès des jeunes, dans les associations, dans les quartiers. Mais que font-ils les autres forces politiques? Pas un jour que, je sais pas, sans que j'entends, il y a un séminaire, il y a un forum, il y a une table ronde, avec des islamistes, avec des représentants de je ne sais pas qui. Et les autres forces politiques ne font rien. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Encore deux questions. Bonjour, Farage Alexandre, je m'appelle Bonjour. Yossi Dan, je suis israélien depuis 40 ans. D'abord, merci. Est-ce que vous avez prévu de traduire votre livre en arabe et comment est-ce qu'on peut faire quelque chose en Israël avec vous? Voilà, ça, la question de comment faire en Israël, on verra juste après la conférence. Oh, off the record, hein. Oui, il y a un projet de traduction en arabe et en hébreu et en anglais. Mon auditeur travaille là-dessus et moi je tiens beaucoup d'abord en arabe et en hébreu parce que j'aimerais beaucoup que des amis israéliens le lisent. Donc j'espère bientôt annoncer la traduction de livres en ces langues-là. Après, je ne sais pas, je n'ai pas compris la deuxième question, mais je ne sais pas. Faire quelque chose en Israël. Oui. Pour, par exemple, des conférences, des activités que tu pourrais conduire en Israël et que notre ami aussi Oui. se propose. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent pourquoi tu ne viens pas en Israël. Et, j'aimerais bien bientôt organiser ce genre de conférences, de tournées en Israël. Parce que je raconte beaucoup, j'ai rencontré beaucoup de gens. Ce livre raconte mon premier voyage, pas les autres voyages avant. C'était avant le 7 octobre. Je m'adressais beaucoup à des Israéliens de gauche. Et moi, à chaque fois, je rencontre des gens maintenant de cette gauche israélienne. Il y a beaucoup de débats, et il y en a qui commencent à changer, qui me disent « Oui, Alexandre, tu as raison ». Donc j'aimerais bien retrouver ce public et discuter et parler avec eux, avec plaisir. Alors Alexandre, dernière question, parce qu'il ne nous reste plus que 2 minutes. Oui, eh ben, très bien. Alors je vais prendre 30 secondes. 15. 15. Alors voilà, hop, c'est fini. J'avais entendu quelqu'un qui est plus ou moins homologue avec vous, Michel Fayette, qui passe aussi sur les télévisions, Oui, et qui disait que la paix, enfin, le cessez-le-feu éventuel avec la Syrie serait, alors j'ai oublié le mot en arabe qui dit la pause, où en fait il dit, c'est en attendant. Sulha. En attendant de revenir. Sulha, Je sais pas. c'est le terme. Et ça, c'est une première chose. Deuxièmement, pour répondre à la dame de tout à l'heure, moi qui ai discuté, alors sans être historien ni rien, mais j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup d'Arabes, les gens qui sont d'origine maghrébine ne connaissent rien au problème israélo-palestinien, mais rien du tout. On va laisser répondre parce que. Et en fait, voilà, est-ce que vous pensez qu'en fait ça pourrait être que seulement une pause et peut-être pas la paix? Parce qu'en fait, parce que la paix avec les autres pays arabes, Égypte ou Jordanie, sont des paix froides. Voilà. Il semblerait qu'il y a une souplesse. En tout cas, le régime actuel montre une souplesse par rapport à la question du Golan, par exemple. Ils disent que peut-être... mais il faut être bien sûr vigilant parce que moi, encore une fois, je n'ai pas confiance, mais il faut saisir et surtout mettre les garde-fous, les garanties possibles. Israël, l'objectif numéro 1 d'Israël, même avec cette paix, avec des islamistes, serait d'abord de garantir sa sécurité. Et c'est son droit. Je ne pense pas qu'Israël va brader sa sécurité avec des gens dont on sait qu'ils n'ont pas forcément un fond sincère. Les amis, les règles Duralex, Sedlex, on s'arrête à 50. Alors, on vous a donné un goût de la production du livre de Farage Alexandre Rifaï. Moi, ce que je vous conseille de faire pour en savoir plus et pour aller plus loin, de venir pour sa dédicace à maintenant, tout de suite. Maintenant, à l'accueil, vous avez la possibilité d'acheter le livre et qu'il vous le dédicace. Merci à tous, merci beaucoup Alexandre. Et on continue à rester en contact.